don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Laura Assad, bienvenue au podcast. Merci, Anthony. Je suis très content. Merci pour ton temps. J'apprécie. Ça me fait plaisir. Puis, écoute, on s'est rencontrés où pour les gens qui nous écoutent? On s'est rencontrés sur un shooting avec Finances Composées, avec Rosalie. Puis, on a presque en être là, en mangeant un petit poulet rouge. Fait que c'était bien Rosalie cocasse. allait échapper Oui, par c'est vrai. terre. Tout drop à terre, ça allait bien. Et ce shooting-là était intéressant. Il y avait du bruit en background, mais le contenu était vraiment bien sorti. Fait que bref, on a fait notre première connexion là. Puis, je me suis dit, on s'était dit, on devrait se contacter pour faire un podcast éventuellement. Fait que j'ai pas oublié, puis je t'ai relancé, puis on a booké un meeting préparatoire, on a discuté ensemble. Puis aujourd'hui, on shoot. Donc, Laura, est-ce que c'est ton premier podcast, c'est ta première expérience? Définitivement. Fait qu'un peu nerveuse, mais c'est le fun, je trouve ça. Moi, je suis une grande fan de podcasts. Je vais en écouter à tous les jours, là, littéralement. Cool. Fait que je trouve ça cool là, d'être dans cette position-là. En position d'être interviewé. Oui. Ben, c'est cool. Tu sais, la mission de On Jase Business, c'est de mettre de l'avant les jeunes professionnels, tu sais, puis d'inspirer les jeunes, justement, qui se lancent dans leur domaine ou dans des domaines connexes, puis de savoir, OK, ça, peut-être ça m'intéresse finalement, tu sais. Fait que, bienvenue parmi nous. Ma première question, là, c'est par rapport à ton mindset, par rapport à ta routine matinale pour être une professionnelle efficace. Tu me dis que tu te levais à 5h30 du matin, tu t'entraînes. Comment tu fais pour développer cette routine-là? Je veux dire, c'est parti de quand? Est-ce que tu as toujours été une personne comme ça aussi, matinale? Explique-moi un peu. C'est tellement une bonne question. Ça s'est développé comme ça, puis quand même récemment, je te dirais. Ma première année, parce que là, j'ai fait mon 3 ans de carrière, je veux dire, ma première année, c'était pas ça du tout. J'avais vraiment pas de structure en place, puis je sentais que je perdais énormément d'efficacité dans ma journée, parce qu'avant ça, ben j'étais employée dans une entreprise, fait que dans le fond, tu te lèves, tu prends ton café, tu commences. C'est ça, tu n'as pas besoin de motivation. C'est juste, you get up and go, puis tu fais ce que tu as à faire selon ton employeur. Fait que j'avais comme juste continué comme ça, mais là, étant travailleur autonome, puis j'avais réalisé que ça marchait pas. J'avais pas des résultats autant que je souhaitais. Puis c'est là qu'un moment donné, que juste, j'ai commencé le matin à aller marcher. Ouais. Ça s'est transformé à aller faire de l'elliptique, du cardio, à entraîner un petit peu à la maison. Puis là, j'ai comme fait, tu sais quoi, je me suis vraiment bâti une routine sans nécessairement le savoir avant de commencer à travailler. Puis quand j'ai vraiment, une fois pleinement pris ma routine, que je me levais tôt, j'allais au gym, j'allais promener mon chien, j'écoutais aussi des podcasts pendant tout ce temps-là. Fait que ça faisait en sorte que quand je commençais à travailler entre 9h ou 10h, bien, j'étais tellement déjà focus, j'avais vraiment une clarté d'esprit. Puis après ça, j'étais comme, bon, bien, tout ça, c'est déjà fait. C'est vrai, Go. ça. Tu sais, je m'en vais travailler sur ma journée. C'est vrai, ça. Puis, tu sais, d'avoir une clarté d'esprit, c'est tellement nécessaire je veux dire, quand on est en affaires aussi. Ouais. D'être capable de bien communiquer, le moins possible de perdre ses mots, tu sais, puis que ça soit clair avec ton client ou, tu sais, la personne que tu parles avec. Fait que, non, c'est clair, ça a une valeur ajoutée. Puis aussi, tu sais, de se sentir bien. Parce que je pense que, tu sais, évidemment, quand tu t'entraînes après ton workout, tu te sens bien, tu as un équilibre de vie, tu es vraiment posé. Puis ensuite, évidemment, tu as des gains physiques là, ou une perte de poids, une prise de masse. Fait qu'il y a tellement un avantage à s'entraîner. Est-ce que tu t'entraînes combien de fois par semaine? Je m'entraîne environ, vraiment comme au gym, 4 fois semaine. Quand même. Okay. La fin de semaine, journée bonus. Le samedi, j'aime ça comme aller m'entraîner, souvent faire des cours de groupe. Puis souvent aussi, je fais toujours une journée de yoga dans ma semaine. T'sais. Fait que quasiment tous les jours, j'essaie de quand même bouger. Là. Est-ce que ça devient épuisant? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de... Hey, écoute, aujourd'hui, ça marche pas, ça me tente pas. Genre. Ou vraiment, t'es steady puis tu respectes ton engagement? C'est tellement intéressant parce que, tu sais, au début, avant que ça devienne vraiment ancré, oui, tout à fait, puis tu te bats un peu contre toi, comme, ce matin, ça me tente pas vraiment, tu sais, ou j'ai pas vraiment dormi, fait que, comme, laisse faire. Mais comme là, c'est tellement rendu une routine, puis même, c'est ça, exact. Même récemment, j'ai eu quelques épisodes d'insomnie en travailleur autonome, sûrement que ça t'est déjà arrivé. Tu te réveilles en plein milieu de la nuit, puis t'es comme, faut que je fasse telle affaire. Il y a un dossier, non, j'ai oublié de faire ça. Ah non, 100%. C'est ça. Fait que même si, admettons, j'ai eu des nuits que le sommeil était pas top, je me levais quand même. J'allais au gym. Puis après ça, on dirait que ça me resetait pour ma journée, même si, en effet, après ça, je me couchais vraiment tôt ce soir-là. Mais c'est tellement ancré. Puis ça m'apporte tellement plus de bien que de négatif maintenant. Parce que là, ça fait un genre de 2 ans que c'est vraiment ça mon quotidien. Là. Ben oui. Ben écoute, parfait. Ben, c'est une belle introduction justement pour le mindset, l'entraînement pour les jeunes professionnels. Parlons un petit peu plus de ton domaine. Je veux dire, ça fait 3 ans. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, fait que dans le fond, là, je sais pas, c'est-tu mentionné, conseillère en sécurité financière? Exact, oui, c'est ça, mentionné ton titre, donc conseillère en sécurité financière, Parfait, exactement. oui, c'est ça. Chez Fait IA, que, donc, mon titre, c'est ça, conseillère en sécurité financière chez IA Groupe Financier. Fait que je travaille évidemment comme conseillère indépendante, mais aussi, j'ai la possibilité de pouvoir collaborer avec différentes personnes. Fait que comme que tu as pu, quand on s'est rencontrés avec Finances Composées, ça, c'est un exemple de collaboration que je peux faire avec différents conseillers. Fait que là, c'est ça. Tout récemment, la semaine passée, là, j'ai célébré mon 3 ans de carrière. Fait que, tu sais, j'ai pas la statistique, là, mais on le sait, là, au Québec, là, en bas de 5 ans. 5 ans, c'est le point tournant pour les entreprises. Exact. Puis je sais que dans notre milieu, même là, en bas de 2 ans, c'est majeur la quantité de personnes qui... C'est pas pour moi en bas de 2 ans. Fait que de réaliser ce genre de milestone-là, c'est un bel accomplissement. Pourquoi tu penses que, un, t'es pas tombé dans ces statistiques-là, puis deux, que ces gens-là, en règle générale, se lancent dans ce domaine-là, puis peut-être switch ou abandonnent? Je pense que, une fois que tu décides de te lancer, soit à travail autonome ou en entrepreneuriat, faut vraiment que tu veuilles. Puis c'est de la persévérance. Puis si tu n'es pas prête à mettre les heures, à te retrousser les manches, puis si tu te dis dans ta tête, il y a un plan B, c'est sûr que, selon moi, tu ne resteras pas nécessairement très longtemps. Fait que moi, il n'y avait pas de plan B, il n'y avait pas de plan C. C'était comme, c'est ce que je vais faire, tu sais. Fait que c'est vraiment cette persévérance-là. Puis c'est de dire qu'en effet, moi, je venais d'un milieu où est-ce que j'étais employée. Fait que niveau salarial, je gagnais quand même un bon salaire. J'étais confortable. Exact. Mais là, c'est de dire, OK, en effet, il va peut-être falloir que je coupe un petit peu sur mon niveau de vie, ce qui est très difficile parce qu'on vit dans un monde qu'on veut de l'abondance. On veut toujours s'élever au prochain niveau. Puis là, à court terme, il faut que je diminue. Exact. Ça peut faire mal à l'ego, mais tu sais, personnellement, puis aussi aux gens, en tout cas dans ton entourage, tu sais, parce que tu vas quitter ton travail stable là, pour te lancer dans quelque chose instable. Fait que je te laisse continuer, mais c'est quand même intéressant. Ben non, mais c'est exactement ça, tu sais. Fait que c'est d'accepter aussi que ça se peut que tu manges des croûtes pendant un petit bout, tu sais, pour arriver à ton projet. Puis des fois, quand que je dis au monde projet moi que, je travaille des fois jusqu'à 9 h le soir, tu dis, mais là, c'est des grosses journées. Mais je travaille pour moi, tu sais. Je fais quand même tout ce que je fais, c'est pour que je le récolte moi, tu sais, c'est ça. Fait que, non, c'est ça, c'est vraiment... Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu es passionné par ton domaine? Je veux dire, de te lever le matin, c'est quoi la petite flamme? C'est quoi ton why, là, tu sais, précisément? Oui. Au début, j'avais pas ça qui était clairement déterminé. Tu sais, quand je me suis lancée dans ça, oui, j'adorais la finance. J'avais moi-même un conseiller depuis des années. Puis j'étais comme, je trouve ça intéressant. Ouais, tu sais, j'y vais. Puis en rentrant vraiment dans le milieu, j'ai comme fait... Wow, je peux avoir un réel impact sur la vie des gens. Petite parenthèse, moi, avant, j'étais en coiffeur, là. Puis j'ai toujours eu ce contact-là avec des clients, mais, tu sais, bon, je leur coupe les cheveux. Oui, mon impact, c'est qu'ils ont des beaux cheveux. Mais là, c'est concrètement sur leur situation financière, puis vraiment leur avenir, leur sécurité financière. Fait que je trouve que c'est tellement gratifiant dans ce sens-là de pouvoir vraiment apporter un changement sur la vie des gens. Oui, mettre les outils dans leurs mains pour avoir leur propre liberté financière, développer leur propre projet. Fait que je suis curieux, disons que je t'approche justement pour... je vais offrir un CELI. Je veux ouvrir un CELI. Je veux mettre tel nombre d'argent mensuellement, investir dans des fonds. Comment tu m'accompagnerais? Quelques questions que tu me poserais pour me diriger vers tes produits, par exemple? Oui. Bien, moi, c'est sûr que j'ai vraiment une approche que je veux regarder, puis je veux comprendre aussi c'est quoi tes projets. Fait que je veux regarder vraiment dans la globalité, comprendre c'est quoi tes projets. Parce qu'en effet, toi, tu peux m'approcher et dire « Hey, je veux ouvrir un CELI, je veux mettre tant par semaine. » Parfait, on va le prendre en considération, mais attends, c'est peut-être... Tu sais, moi, je connais des choses que tu connais pas assurément dans ce milieu-là. Fait que c'est peut-être pas exactement ce que tu as réellement de besoin, tu sais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, moi, je prends le temps, on regarde vraiment tous ces aspects-là, puis après ça, on va pouvoir déterminer, en effet, si ça tombe que le CELI, c'est une bonne stratégie pour toi, on va élaborer ça, tu sais. Fait que c'est vraiment, je regarde, tu sais, essentiellement quelques piliers comme c'est quoi tes projets, c'est quoi aussi ton horizon de placement, fait que c'est d'ici quand que tu auras besoin de ton argent, c'est quoi aussi peut-être ton lien avec ton emploi, est-ce que tu as une stabilité de salaire, mais est-ce que tu as des assurances aussi, tu sais, toutes ces choses-là. Tellement. Exact. Tu sais, toutes ces choses-là, ça prend en considération. Puis moi, c'est pour ça que je suis pas une vendeuse d'assurance, je suis pas une vendeuse de placement, mais je suis vraiment une conseillère qu'on va regarder tout, puis on va aller complémenter ça pour qu'on puisse atteindre tes objectifs. Bien, c'est très bien. Puis, en parlant un petit peu de l'assurance, justement, en parlant avec mon conseiller, il me dit, t'as-tu une assurance invalidité? Je suis comme, pour travailler autonome, je suis comme, non. Qu'est-ce que tu fais si tu tombes malade?
Je sais pas. Fait que là, il dit, OK, ben ça serait peut-être intéressant d'en prendre une, tu sais. Et j'étais comme, OK, ouais, j'avoue que c'est un avantage. Bon, on pense pas à ça quand on est à notre compte, là, tu sais. On n'est pas éduqué ou peut-être qu'on prend pas le temps de s'éduquer par rapport à ça, là. Souvent, en fait, le problème, c'est qu'on a un peu ce syndrome-là de Superman, tu sais. Right. On Tout, est ça va bien en ce infaillible, là. moment, ça va tout le temps aller bien, tu sais. Exactement, tu sais. Puis la santé, on pense pas à ça, mais c'est tellement fragile. Puis il suffit, en effet, que, tu sais, tu es travailleur autonome Ben ou oui. tu gères une business. Ben oui. Si on enlève toi pendant une période de temps, qu'est-ce qui arrive à ta business? Fait que là, c'est pas juste toi, financièrement, qui va possiblement écoper, mais c'est tout ce que tu es en train de bâtir. On veut pas ça. Fait que des fois, c'est de prendre le temps, puis c'est dommage parce pas qu'on se bat avec nos clients un peu des fois pour ça, mais c'est difficile de leur faire voir un peu ce point de vue-là, qu'ils comprennent l'importance de ça. Les travailleurs autonomes, des fois, ils comprennent un petit peu plus, mais ce qui arrive, c'est qu'admettons, quelqu'un qui est salarié, qui est employé, il va avoir une assurance invalidité, soit avec leur travail ou le gouvernement. Sauf que souvent, ça couvre même pas le tiers de leurs réels besoins. Ils sont comme « Ah, je suis couvert, c'est beau! » Ouais, mais c'est quoi ta couverture? Exact, tu sais, c'est ça. Fait que c'est de faire ce bon devoir-là. Puis moi, c'est vraiment, tu sais, c'est pour ça que je dis, je regarde vraiment tout ce qui est en place. Oui. On regarde c'est quoi tes besoins réels. Est-ce que ça couvre? Est-ce qu'il y a un écart? S'il y a un écart, est-ce qu'on veut venir couvrir cet écart-là, tu sais? Puis après ça, le choix te revient. Mais ça serait un petit peu, pas stupide, là, mais pas la meilleure des décisions de ne pas aller de l'avant avec quelque chose juste pour t'offrir cette tranquillité d'esprit-là que s'il arrive quelque chose, tu es bien protégé, tu sais. Oui, c'est intéressant. Je sais pas, c'est bien que tu me dises ça pour les salariés, justement, que tu offres l'option, même si on a une certaine couverture avec ton employeur, d'en prendre une autre. Justement, si tu perds ton emploi ou peu importe, au moins tu es couvert. Bien, c'est juste que aussi, c'est pour être sûr que ton besoin il est vraiment bien couvert. Puis la majorité du temps, tu sais, moi, je pose tout le temps la question. Je dis, OK, parfait, t'en as avec ton travail. Qu'est-ce que ton assurance te couvre? Je sais pas. Ben, c'est ça. Ils savent C'est même pas vraiment comment ça, comprendre aussi le jargon du document d'assurance. Puis c'est normal, là. Moi aussi, avant d'être dans le milieu, je savais même pas comment lire ça, tu sais. Fait que je dis tout le temps, on va prendre le temps, envoie-moi tes documents, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça comprend. Ah, parfait, super, tu sais. Fait que, c'est de cette façon-là que je travaille. Parle-moi un petit peu de ta clientèle. Ça ressemble à quoi? C'est quoi ton client type? Oui, mon client type, je travaille majoritairement avec des personnes âgées comme de 35 à quand même 55 et même un peu plus. Assez large dans le sens que j'aime ça travailler avec des jeunes familles ou des jeunes professionnels. C'est toujours plus dynamique. On dirait que je comprends leur réalité. Fait que ça, c'est toujours bien le fun d'avoir aussi un fit avec des clients. C'est le fun de pouvoir jaser et échanger avec eux. C'est ça aussi que mon travail commence à vraiment prendre beaucoup plus de valeur quand je travaille avec des personnes qui sont plus là, à partir de la quarantaine, cinquantaine, 60, parce que là, on commence à vraiment faire beaucoup de planification retraite. Et donc, ça, selon moi, c'est tellement important. Puis j'ai des clients, des fois, quand on prend des nouveaux appels, des nouvelles consultations, ils ont 55 ans. Bon, je pense que ça devrait être temps que je planifie ma retraite. Pas qu'il est trop tard, mais on a vraiment du rattrapage à faire là, si tu n'as déjà pas mis des choses en place. J'ai une bonne question pour toi. C'est quand le bon moment pour planifier sa retraite? Hier. Genre, mettons, moi, je te pose ça serait hier. Hier. Oh, shit. All right. On peut-tu jaser? Ouais, c'est ça. Passant ton conseiller, je le connais en plus. Ouais, c'est ça. Martin. Non, mais pour vrai, pourquoi hier? Donc, c'est honnêtement, puis c'est qu'il y a différents niveaux de ça. C'est de toujours quand même l'avoir en arrière-pensée parce que le plus que tu commences à planifier ça tôt, le mieux que ça va être. Bien, en fait, ça va être juste le plus facile possible, puis le mieux que tu vas arriver vraiment à tes objectifs. Fait que je prends un exemple que aussitôt qu'on commence à travailler dès nos 18 ans, mettons qu'on est majeur, bien, c'est quoi mettre 50 $ de côté par semaine ou à chaque paye? Et sans le savoir, tu contribues déjà à des projets futurs. Parce que ça va se composer dans le temps. Là, en effet, comme tu es en train de faire, je travaille, je bâtis une business, je travaille autonome, bien, ta retraite, c'est pas le gouvernement qui va te la payer. C'est ça, exact. Donc, c'est dire, OK, bien là, en fonction de ma retraite, c'est quoi que je devrais mettre de côté? En effet, c'est peut-être plus que 50 $ par semaine à ce niveau-là, mais ça dépend, tu sais. Fait que là, c'est déterminé à partir de ce niveau-là, bien, c'est quoi que je devrais épargner pour commencer à contribuer vers ça. Et éventuellement, après ça, bien là, on a accumulé quand même de la richesse, là, c'est de dire, OK, avec les efforts que j'ai mis en place, quand j'arrive vers ma mi-trentaine, mi-quarantaine, là, est-ce que je m'en vais vraiment dans la bonne direction? Est-ce que j'arrive sur mes objectifs? Puis c'est à ce moment-là que si j'arrive pas à mes objectifs, on a le temps de changer les habitudes, on a le temps de mettre en place des belles stratégies, que si tu m'arrives à 55, on n'a rien commencé.
Ben, dans le fond, j'imagine, c'est une personne de 55 ans qui t'approche pour commencer à faire planifier sa retraite. C'est comme, on peut le faire, mais il faut que tu mettes X nombre de montants d'argent supplémentaires. Puis c'est comme, ouh, OK, pour te rendre là, versus si tu avais commencé plus tôt. Là, Exactement ça. C'est un peu ça. OK, ouais. Oui. Fait que, puis, rendu là, c'est que c'est quasiment impossible pour les personnes. Là, tu leur demandes d'épargner au-dessus de... Ben oui, c'est ça. Ils ont déjà un niveau de vie X. Là, ils n'ont pas la capacité d'épargner plus. Là. Fait que c'est quoi que tu leur dis, non? C'est quoi la réalité quand tu leur parles? C'est une triste réalité. OK. C'est une triste de réalité parce qu'on n'est pas des magiciens, tu sais. Souvent, il y a des personnes qui nous rencontrent puis ils pensent que c'est nous qui va leur redonner l'argent, mais moi, je travaille avec ton argent. On l'a fait travailler fort, mais je peux pas t'inventer de l'argent non plus, tu sais. Fait que des fois, la réalité frappe. J'ai un sujet tantôt, j'aimerais qu'on tombe un petit peu plus dans la technique, fait que les celliers, parler un petit peu plus des celliers apps, les outils par rapport à ça. Parlons un petit peu de l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines, right, avec le bonhomme orange, l'autre bord de la frontière? Incertitude du marché. Est-ce que tu as dû faire la gestion de clientèle? Genre, hey, j'ai perdu 8 de mes rendements. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je sors mon argent? Genre, parce que le marché va toujours continuer à baisser. Comment tu as dû confronter ça avec tes clients? Ou leur expliquer? Fait que moi, depuis mon entrée en carrière, dans le fond, quand j'ai commencé en 2022, on était dans ce qu'on appelait un marché baissier. Fait qu'on était déjà dans le rouge quand moi, j'ai commencé. C'était vraiment différent, mon speech, à ce moment-là, parce que là, je pouvais dire à tous mes clients, parce qu'ils embarquaient avec moi, hey, c'est tellement un beau moment d'investir. Pour acheter, right? Exactement. Puis ça allait super bien pour ça. C'est sûr que oui, les gens quand même étaient un peu inquiets du contexte économique, sauf que on était déjà dans le rouge, puis il y avait comme une certitude à ce niveau-là, même si on était dans le rouge. Ça, c'est un petit bout qui était dans le rouge. Exact. C'est ça. Ouais. Tandis que là, le contexte est vraiment différent. Trump est tellement imprévisible. Ouais. Puis certains économistes disent que le marché, en ce moment, il réagit beaucoup un peu à il y a 5 ans, comme pendant la pandémie. Tu sais, quand la pandémie a frappé, c'est ça, il n'y a personne qui savait à quoi s'attendre, super incertain. Et ça, les marchés... On n'aime pas ça. Exactement. Comment est-ce que tu peux savoir t'organiser quand il n'y a aucune certitude de rien? Fait que tout à fait, là, je me suis retrouvée à gérer les émotions d'une nouvelle façon que j'avais jamais eu à faire auparavant avec mes clients. Il y en a beaucoup, évidemment, qui t'appellent en panique. Ceux qui réagissent beaucoup plus sont ceux qui, en effet, sont plus proches de la retraite. Parce que là, ils voient leurs actifs, là, ils voient une chute, ils sont en panique totale. Puis, en effet, c'est sûr que malheureusement, je ne suis pas magicienne. Je ne peux pas dire que non, on ne recule pas ton portefeuille. On suit le cours du marché. Par contre, c'est là que j'éduque mes clients à comprendre que moi, mon travail, c'est de m'assurer qu'on ne frappe pas un mur non plus ou que ça ne fait pas juste s'effondrer sans fin. Là. J'ai quand même une part d'intervention dans ça. On ajuste la stratégie quand il va y avoir un bon moment de le faire. Puis pour l'instant, c'est juste de tenir le cap. Puis de peut-être pas écouter Salut Bonjour ou tous les autres médias de nouvelles. Tu sais, c'est de faire attention à ça. C'est ça. C'est de faire attention. Je sais pas si on peut coller des noms. C'est juste de faire attention à ça, tu sais, parce que ça va créer beaucoup de sentiments comme ça, tu sais. Mais c'est pas évident à gérer pour nos clients. Là. Ben c'est ça. Puis tu sais, j'avais même vu passer un post par rapport à ça, du genre, en 2008, ça a baissé, ça a remonté par la suite. La pandémie, ça a baissé, ça a remonté par la suite. Fait que c'est sûr, personne ne peut assurer que la bourse va remonter ou descendre demain matin, mais tu peux regarder les tendances historiques et dire, selon les derniers crashs, les derniers baisses de marché, ça a toujours augmenté ou ça a toujours été en hausse, tu sais, par rapport à ça. C'est sûr que j'imagine que, toi, c'est un portfolio varié, tu proposes différentes actions et tout ça. D'y aller all-in dans Tesla, ou dans un fonds, ou dans une action précisément, c'est peut-être pas un bon move. De mettre tous ses œufs dans différents paniers, j'imagine que c'est une meilleure stratégie. Comment tu vois ça? Oui, tout à fait. Puis juste pour revenir à ce que tu disais par rapport au marché, il y a eu des creux par le passé. Il va toujours en avoir, mais le marché aussi va toujours se replacer d'une certaine façon. Moi, quand j'entends les gens dire c'est l'apocalypse ça, sur les marchés, ça va toujours... c'est impossible, c'est impossible. Il y a trop de joueurs dans le marché boursier. Il y a trop d'argent. Il n'y a personne qui va laisser ça s'effondrer. Puis des fois, c'est juste une restructuration du marché. Parce qu'en réalité, quand on regarde de façon historique sur 10 ans, il y a environ 7 à 8 ans d'années de croissance. Fait qu'on va être en territoire positif, alors qu'on va peut-être avoir entre 2 et 3 ans d'années négatives. Ça prend ces reculs-là pour, après ça, faire du positif. Fait qu'il faut juste, en effet, comme se rationaliser des fois là, par rapport à ça. Puis là, pour revenir à ta question, c'était par rapport au portefeuille, tu sais. Portefeuille, oui.
Exactement. C'est vraiment ça. C'est qu'il faut avoir une stratégie qui est très intelligente et qui va vraiment répondre au contexte économique actuel. Puis, on va utiliser la diversification pour venir gérer le risque. Puis ça, c'est vraiment le fameux dicton, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Exact. Tu sais, il y a tellement de gens qui pensent « Ah, je vais être investi, mettons, chez Desjardins, chez RBC, MNUV, Sun Life. » Les gens pensent que c'est ça. Non, ça, c'est éparpillé. OK, stratégie éparpillée. C'est éparpillé parce que, dans le fond, tu peux être dans 4 institutions différentes, mais en réalité, si tu es investi 4 fois dans Tesla, t'es pas pantoute diversifié, tu sais. Tes œufs sont quand même dans le même panier en bout de ligne, tu sais. T'es juste dans des institutions différentes. Fait que la vraie notion de, justement, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est de dire, OK, bien, je vais être investi géographiquement ailleurs. Je vais être investi dans différents secteurs d'activité. Et c'est vraiment comme ça qu'on réussit à gérer le niveau de risque, tu sais. C'est d'avoir une stratégie comme ça, mais il faut avoir une bonne planification pour ça, t'sais. Ouais. Puis ça m'a fait penser à une question. Toi, ton titre, c'est conseiller en sécurité financière. Il y a aussi des planificateurs financiers. Exact. C'est quoi la plus grosse différence, tu dirais, entre ces deux personnes-là? Bien, souvent, en fait, à la base, c'est que les planificateurs financiers vont être des conseillers en sécurité financière. Fait que conseiller en sécurité financière au sens de l'Autorité des marchés financiers, fait que l'AMF, c'est le permis qu'on puisse faire là, la distribution de produits d'assurance. Fait que fonds de placement, assurance. Planificateur financier, c'est un titre supérieur, voilà un peu comme les comptables et CPA. Ah, je comprends. OK, une autre certification. C'est ça. Okay. Fait que dans le fond, ça nous permet un peu d'aller chercher un titre qui est supérieur, donc des études un petit peu plus poussées. Ces études-là vont porter sur la planification successorale, donc en cas de décès. Ça va porter aussi beaucoup sur la fiscalité, fait que la loi sur l'impôt, et d'autres aussi aspects. T'sais. Fait que ça vient vraiment approfondir davantage les connaissances. Et donc, en effet, parfois, quand tu vas avoir un planificateur financier, tu devrais avoir une planification puis des plans de retraite qui sont beaucoup plus précis. Mais bon, petite parenthèse là-dessus, c'est comme dans tout, hein, il y a des bons et des moins bons. Puis, tu sais, ça dépend juste, comme mettons, moi, je suis conseillère en sécurité financière, je vais commencer mon titre de planificatrice financière sous peu parce que, dans le fond, ça prend un bac en administration où tu peux faire des créditations là, de site pour après ça aller le faire. Fait que moi, vu que j'ai déjà le prérequis, c'est inévitable que je vais le faire. C'est juste question de temps. J'attends de travailler sur ma business. C'est ma prochaine question un peu, mais génial. Cool. Oui, fait que, puis là, dans le fond, tu sais, ces connaissances-là, il y a quand même moyen que si tu n'es pas planificateur financier, tu peux aller suivre des formations pour pousser tes connaissances là-dessus. Tu sais, par exemple, avec Finances composées, on prend beaucoup de formations avec un fiscaliste, un avocat fiscaliste, parce que vu qu'on travaille avec beaucoup de propriétaires d'entreprises, on veut pouvoir bien comprendre ça. Fait que non, on n'est pas des planificateurs financiers, on ne prétend pas non plus l'être, mais là, on s'est poussé nos connaissances davantage, tu sais, tout comme si on était planificateur. Pour ne pas me faire ramasser par l'AMF, on n'est pas planificateur financier. Non, exact. On fait juste développer nos connaissances. OK, fait que c'est un titre avec une certification supplémentaire. Exact. C'est intéressant, puis félicitations pour aller dans cette direction-là. J'ai une question maintenant pour les produits. On a parlé un petit peu du CELI, CELIAP, on a le REE aussi, Régime d'épargne études. J'aimerais qu'on l'aborde ça parce que c'est un petit peu méticuleux, on n'en parle pas beaucoup, un peu, tu sais, démystifier un peu ce que c'est puis comment ça peut être utile autant, tu sais, pour nos enfants. Après, tu as le REER. Puis après, écoute, je connais pas les autres, ça, c'est les grandes. Mais fait on commence par le CELI puis le CELIAP, disons. Ça ressemble à quoi? Oui. Fait que dans le fond, CELI, le compte d'épargne libre d'impôt, je trouve qu'ils ont vraiment donné le pire nom en passant. Là, ça devrait pas être appelé compte d'épargne libre d'impôt, mais plutôt compte d'investissement libre d'impôt. Parce que ce que la majorité des gens vont faire avec un CELI, ils vont ouvrir un CELI, ça va être pas investi, ça va être... Comme un compte d'épargne, dans le fond, un compte chèque séparé. Exactement, que tu vas mettre ton argent de côté pour tes vacances cet été. Oui, c'est ça. C'est qu'en bout de ligne, tu te sers pas du vrai avantage fiscal derrière le CELI, qui est de ne pas payer d'impôt sur toute la croissance que ce placement-là va générer. Donc, on s'entend si c'est dans un compte épargne là, qui ne génère même pas du 2 par année. L'inflation est plus haute. C'est ça. Elle est où ta croissance à protéger de l'impôt? Il n'y en a pas, là. T'sais. Fait que tu sous-exploites là, complètement. Puis moi, le CELI, c'est vraiment mon produit chouchou. C'est une arme de destruction massive quand c'est bien utilisé, tu sais. Puis, faire une parenthèse là-dessus, c'est comment le CELI est médiatisé puis connu, c'est fonds d'urgence, ton char, il pète ou voyage. Oui, c'est comme horrible. Tu te mets de l'argent, puis là, tu ressors là quand tu veux. C'est horrible.
Oui, vraiment. Puis ça, tu sais, ça, c'est tellement une éducation que je fais avec mes clients. Puis je leur montre, admettons, le bénéfice d'intégrer un CELI dans une planification de retraite. Puis là, les clients, quand ils comprennent, sont comme... Je peux pas croire que... je peux pas croire. C'est si simple, mais il suffit de bien comprendre la force derrière le CELI. Fait qu'en tout cas, ça, c'est mon produit chouchou. Fait que c'est vraiment de pouvoir payer aucun impôt là, sur tout le gain que ton placement peut générer. Le CELI a-t-il un plafond? Je pense que ça augmente à chaque année. C'est ça. Le plafond augmente à chaque année. En fonction aussi de ton âge, ton plafond peut être différent. Fait que oui, tout à fait. Puis c'est le gouvernement, ça, qui détermine le plafond. Il est le même là, pour tous. OK. Parfait. CELIAP. Fait que le CELIAP, lui, en fait, c'est vraiment un nouveau véhicule là, qui a été sorti là, dans les 2 dernières années, si je ne me trompe pas, par rapport à aider les personnes à pouvoir accéder là, à la première propriété. Donc, le CELIAP va avoir, en fait, le gros avantage que toute la croissance à l'intérieur de ça, aucun impôt là-dessus, donc le même principe que le CELI. Cependant, ils ont ajouté vraiment une belle, un bel ajout à ça, c'est ils l'ont mis un peu comme le REER. Fait que chaque cotisation que tu vas faire dans un CELIAP va venir t'aider à réduire ton revenu imposable. Donc ça, c'est vraiment quand même intéressant parce qu'on vient en plus faire une croissance sur ton placement, mais on vient en plus récupérer de l'impôt qu'on aurait payé en plus ailleurs. Fait que ça combine, si on veut, le meilleur des mondes entre le CELI et le REER. Puis dans le fond, quand on décide de le retirer pour l'achat de la propriété, on n'a pas besoin de rembourser. Le compte se ferme là. Ouais. Fait que c'est vraiment un beau véhicule quand même, là, ici, le CELIAP. Puis le CELIAP, je pense qu'il y a une cotisation maximale aussi dans ce Exactement. Mais lui, c'est vraiment c'est ça. fixe. Fait que c'est un 8 000 par année sur une période de 5 ans. Dans le fond, c'est offert vraiment pour les premiers acheteurs. Fait que l'utiliser pour l'achat d'une première propriété. Exactement. Principalement, c'est ça. Mais mettons, je te donne l'exemple. Ouais, OK, on va sortir un peu la tête du sable dans le sens qu'on sait qu'en 2025, pour les nouveaux acheteurs, les personnes dans la vingtaine, c'est très difficile quand même d'accéder à la propriété. Là. Fait que tu pourrais très bien dire que tu t'ouvres un CELI, mais finalement, qu'est-ce qui arrive si tu ne l'achètes pas ta propriété? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive? Bien, là, c'est pas perdu. Ça va se faire convertir éventuellement en REER. Fait qu'au moins, l'argent que tu auras bénéficié de ces avantages-là, ben tu peux juste après ça continuer. C'est pas perdu, là. Exactement, c'est ça, c'est pas perdu. Ben c'est bon à garder en tête parce que oui, évidemment, les prix des propriétés augmentent un taux assez élevé. Fait que je pense que pour faire une petite parenthèse là-dessus, l'accès à la propriété, mais comme la solution pour notre génération, je crois, c'est d'acheter à plusieurs. Parce que t'as beau épargner un certain montant mensuellement, juste aux yeux de la banque aussi, il faut que tu sois capable de... C'est très... c'est difficile comme nouvelle réalité. Puis, des fois, j'ai des personnes là, qui... Veux pas aussi, on est tellement martelé ici au Québec qu'il faut que tu achètes une propriété, sinon on dirait que tu n'as quasiment pas... Faut que tu sois propriétaire, sinon tu n'as pas atteint le succès. Exact. Ou tu n'es pas un adulte, là, littéralement, c'est ça. C'est vraiment inculqué dans notre culture ici au Québec. Puis, tu sais, je rencontre beaucoup trop de gens, malheureusement, que c'est tellement leur objectif. Puis au-delà de est-ce qu'ils ont vraiment les moyens pour se payer une nouvelle propriété ou l'achat d'une propriété, financièrement, ils n'ont pas les moyens, mais juste parce que c'est tellement ce qu'ils veulent, bien, ils vont faire en sorte qu'ils vont avoir des paiements monstrueux hypothécaires. Et là, ça au détriment de leurs objectifs comme de retraite. Fait que là, à cause qu'ils ont acheté une maison, ils n'ont plus d'autre argent. Fait que tout passe dans la maison. T'sais. Ils vont tout miser sur rembourser leur hypothèque. Ils vont peut-être s'empêcher de voyager, de vivre des expériences. C'est ça. Autant ça aussi, profiter de la vie, mais autant aussi contribuer à tes autres objectifs financiers. Oui, je sais pas pourquoi c'est le nirvana d'acheter une maison en tant que tel, un beau petit terrain, un enfant et demi, une blonde, un chum rendu là. Tu rentres dans les statistiques. Est-ce que tu veux faire comme tout le monde? Puis c'est correct si tu veux faire ça, mais tu peux avoir aussi une très belle vie en tant que locataire, puis avoir une certaine flexibilité. Ben oui. Pourquoi pas? Parce qu'en réalité, le coût de location, même si oui, ça a grimpé énormément dans les dernières années, ça reste que le coût de location est quand même moins cher qu'un coût de propriété, incluant tous les frais parallèles. Là. Entretien, exact, les taxes. Parce que c'est pas juste ton hypothèque, c'est tous ces frais-là. Puis en réalité, ça peut être comme voyons, ça peut te catapulser vers... C'est ça le mot? Non. Ça peut te propulser. C'est ça que je voulais dire. Ça peut te propulser vers de la richesse là, quand tu décides de rester à location puis tu le fais bien. Je te donne un exemple. Admettons que ton hypothèque, on va dire que ça te coûte un genre de 3 000 par mois. Avec tous tes frais là, par année, là, tu ramènes tout ça sur inclus une base. 3 000. Là. Exact. Tu ramènes tous tes frais de la maison ramenés sur une base mensuelle, on va dire un 3 000. OK, bien, peut-être que ton logement à location va t'en coûter 1 800. Je ne sais plus c'est rendu quoi tous les logements, là, mais on va dire que ça te coûte 1 800.
OK, mais la différence entre qu'est-ce que ça te coûterait vraiment en hypothèque versus qu'est-ce que ça te coûte présentement en loyer, tu peux-tu l'épargner, ça? Puis l'investir. Exact. Tu sais, fait que c'est vrai, hein? C'est ça, c'est une belle façon de créer de la richesse. Les gens le voient pas comme ça. Les gens, ils pensent que, justement... Ils s'appauvrissent, là, en location. Ou tu sais, c'est comme, oui, mettons investir, mais le gros move, c'est d'acheter des blocs ou d'investir dans l'immobilier. Mais tu compares, puis tu gardes, tu sais, au bout de la ligne, qu'est-ce qui te reste dans les poches, puis niveau énergie, investissement, tu sais, réparer des toilettes pour tes locataires. Tu sais, comme... C'est des réalités, là, dans le sens, c'est peut-être mieux de placer cet argent-là dans le marché, finalement. Exact. Right? Ça dépend, exact, ça dépend vraiment de chacun, tu sais, parce qu'il y en a qui sont mordus en immobilier, puis ça fonctionne pour eux. Puis pour eux, c'est pas un problème de se faire rappeler en plein milieu de la nuit pour changer une tank à eau chaude. Manuel, moi, je le suis pas. Exactement. Puis moi, mes parents, ils ont eu un duplex toute ma vie. Puis j'ai tellement eu à les voir là, être dans plein d'états à cause de la gestion des locataires. Puis moi, j'ai comme fait, c'est pas pour moi. Tu veux pas de chasser? Non, vraiment pas. J'aime bien mieux mon petit marché boursier. Là. Right. Non, c'est intéressant. Écoute, continuons dans nos moutons. REER. Fait que le régime d'épargne enregistrée retraite, fait que ça, vraiment, son objectif principal, c'est pour pouvoir nous aider à bâtir notre propre fonds de pension là, pour notre retraite. Donc ça se calcule un petit peu différemment aussi au niveau des droits de cotisation. Fait que c'est un 18 de ton salaire jusqu'à un sommet maximal dans les alentours de 30 000 qui, évidemment, change à chaque année en fonction du coût de la vie. Fait que ça, dans le fond, l'avantage quand même du REER, c'est de pouvoir bénéficier d'une économie d'impôt là, quand on cotise dedans. Fait qu'admettons, je donne un exemple, je fais 80 000 par année, je mets 5 000 dans mon REER à chaque année. En réalité, aux yeux du gouvernement, j'en ai pas fait 85, mais j'en ai fait 75. Fait que là, tu as payé trop d'impôts sur ce 5 000-là et c'est ce que le gouvernement ici va venir te faire économiser là, en termes d'impôts. Fait que tu reçois là, possiblement un remboursement de ça. Fait que souvent, les gens, par contre, ce qui n'aiment pas du REER, ils disent « Ouais, mais là, après ça, quand je vais le retirer, je paye de l'impôt dessus. » Oui, je vais faire imposer. Ouais. Exact. Puis en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as quand même eu une nanane aujourd'hui quand tu as cotisé. Et là, après ça, bien, pendant toutes ces années-là, on va dire que tu as placé ça pendant 20 ans, tu n'as quand même pas payé d'impôt sur aucune croissance de ça. Là. Puis souvent, c'est qu'on oublie que si c'était pas de ce véhicule-là d'épargne, là, on tombe dans les véhicules d'épargne qu'on appelle non enregistrés. Non enregistrés, tu vas payer de l'impôt à chaque année sur la croissance de tes placements. Tu vas payer de l'impôt aussi sur le gain en capital possible au moment du retrait. Donc, tu sais, faut en prendre et en laisser, là, tu sais. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre vraiment son vrai avantage. Le REER, super pertinent. Puis, il y a beaucoup de petites passe-passe fiscales qu'on peut venir faire aussi avec un REER qui est intéressante. Oui, bien, entre autres, le wrap du REER aussi pour la propriété. Exactement, c'est ça. Tu peux t'aider à acheter aussi une propriété avec ça. Ouais. Donc, le wrap, tu sais, moi, je trouve que c'est ça. Je trouve que c'est un véhicule formidable parce que, bon, contrairement au CELIAP, tu n'as pas besoin de te rembourser. Le wrap, maintenant, il est exigé de rembourser sur une période totale de 20 ans. Cependant, tu te rembourses à toi-même pour ta retraite. Bien, c'est ça. Tu sais, fait comme... Fait que c'est intéressant. Puis le dernier, moi, qu'il y en a d'autres que je ne connaisse pas, le REE, régime d'épargne études pour les enfants. Explique-moi un petit peu l'avantage, justement, d'ouvrir ça quand on s'apprête à avoir un enfant. Exact. Fait que dans le fond, c'est que ça, c'est vraiment un beau programme pour, évidemment, quand on a des enfants. Ça peut être aussi, admettons, tes parrains, puis tu veux pouvoir, à la place d'acheter les bébelles à chaque année. La nouvelle Nintendo Switch. C'est ça, qui coûte pas mal cher. Oui. Fait que, tu sais, à la place de, tu peux être un parrain, tu peux être un grand-parent, tu peux être un oncle, en fait, n'importe qui peut ouvrir un régime épargne-études pour un enfant. Puis l'avantage, en fait, de tout ça, c'est que les dépôts là, qui sont mis dans ce compte-là, ben le gouvernement va octroyer une bourse, une subvention jusqu'à la hauteur de 30 %. Tu sais, le gouvernement, là, il nous fait pas tant de cadeaux que ça. Là. Fait que prenez-le. Ça, c'est un cadeau, là, right? C'est ça, exact. Fait que c'est vraiment une belle opportunité d'aller chercher encore plus d'argent pour aider les études à ton enfant. C'est quoi les astérisques dans le sens que si ton enfant décide de ne pas poursuivre des études? Donc, encore une fois, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais là, c'est pas sûr que mon enfant va aller aux études. Fait que là, mon argent va être perdu. »
Non, pas du tout, tu sais. Donc, c'est vraiment tout ce qui va être programme post-secondaire, que ce soit un DEP, que ce soit un AEC, que ce soit un bac ou études collégiales ou peu importe, c'est n'importe quel programme post-secondaire. Ça rentre dans ça. Exact. Fait que c'est quand même assez large. Puis, tu sais, aussi, veux pas, de nos jours, c'est rare qu'on va pas au moins aller faire un DEP ou essayer n'importe quelle formation continue, exact. Au moins. C'est ça. C'est quand même vraiment rare, tu sais. Fait qu'il suffit simplement qu'on soit inscrit à ça. On pourra retirer les fonds sans nécessairement un impact. Et on garde aussi la bourse, là, la subvention, je veux dire, par rapport à ça. T'sais. Puis après ça, ben si, admettons, finalement, que ton enfant, il va pas poursuivre des études, ben il n'y a rien qui l'empêche de retirer ça. C'est juste qu'il va perdre les subventions. Mais il y aura quand même, il sera parti avec l'argent que les parents... L'argent que lui a mis. Exactement. C'est l'argent qui a été déposé, plus le rendement qui aura été généré pendant ces années-là. Ouais. C'est un no-brainer, là. J'adore. Pourquoi les gens ne prennent pas l'opportunité d'utiliser ces outils-là? C'est une méchante bonne question. Selon toi? C'est une bonne question. Je pense que c'est vraiment juste, malheureusement, par manque d'éducation. OK. Tu sais, on n'apprend pas assez sur ça. Puis, veux pas, souvent, les gens sont trop un peu ils vont aller à la banque ou ils vont aller à la caisse. Et c'est pas que c'est absolument rien contre ces institutions-là. Mais des fois, tu sais, les conseillers dans les banques, ils ont 1001 clients à traiter. Fait qu'ils sont pas vraiment là pour te dire, hey, ça te prendrait vraiment ça selon ta situation. Fait qu'ils sont pas là pour vraiment t'éduquer, de dire qu'est-ce qui pourrait être vraiment bien pour toi. Fait que je pense vraiment que c'est un manque d'éducation. On n'apprend pas ça à l'école, malheureusement. Fait que, autre que si tu as des discussions avec les gens autour de toi, comment est-ce que tu veux apprendre de ça? T'sais? Comment tu vas apprendre? Oui, exactement. Il faut que ça vienne soit de toi un intérêt personnel, parce que, bon, comme tu dis, on l'apprend pas ou on l'apprend peu dans nos systèmes d'éducation. Est-ce que c'est la faute à qui? Je veux pas rentrer là-dedans, mais tu sais, dans le sens, je pense qu'il y a une part de responsabilité au niveau des parents. Encore là, si tes parents n'ont pas mis en place ou n'ont pas eu cette éducation-là, comment tu veux la trouver? Mettons les bonnes pratiques d'épargne ou la fameuse carte de crédit. J'ai encore des discussions de gens qui ont des cartes de crédit qui pensent que c'est de l'argent gratuit ou c'est pas grave de ne pas rembourser après chaque mois. Incroyable. C'est 25 big, là. Pense-y, là. Oui. Je ne comprends pas la mentalité. Moi, en tout cas, personnellement, c'est parce que j'ai toujours eu un intérêt vers ça, puis, tu sais, être sérieux, puis placer mon argent intelligemment. Fait que, mais il y a beaucoup de monde qui ont cette méconception-là. Je me demande... En fait, puis la phrase que je ressors souvent quand je parle de ça, c'est « T'as pas les moyens de pas t'intéresser à ton argent. Tu peux pas, là. Oui. C'est incroyable parce que c'est juste de prendre soin de ses finances. Fait que d'avoir un budget, je comprends que c'est pas le fun, mais ça t'apporte juste une structure pour pouvoir bien gérer ça. De comprendre, en effet, comment que ça marche, les cartes de crédit. De comprendre après ça, bien, en effet, si je veux me créer une richesse ou ma retraite ou peu importe, qu'est-ce que je dois faire. Mais aussi, comme l'aspect qui est très important, la protection de tout ça, tu sais, en cas de décès, en cas d'invalidité, maladie, qu'est-ce qui se passe, tu sais, à tout ce que je suis en train de bâtir. C'est tellement la base, puis on s'y en attarde tellement pas, puis c'est ça qui est triste. Mais en fait, c'est que si tu peux trouver un conseiller qui va t'accompagner là-dedans, qui va mettre les bonnes bases avec toi, moi, ce que je ressors de ça, c'est que mes clients sont, une fois que tout a été mis en place, sont genre, wow, ils n'ont plus à s'en occuper, tu sais. C'est mis en place. Après ça, on suit la vague, on surfe la vague, puis comme ça apporte vraiment cette tranquillité-là d'esprit. Oui, c'est très bon ce que tu amènes. Puis j'avais une question par rapport à ça. Au niveau de ta clientèle, est-ce que tu as déjà été rencontré tu as déjà fait une rencontre préparatoire avec un client, par exemple, puis tu dis ça fonctionnera pas. Le fit est peut-être pas là ou je suis pas la bonne personne pour t'accompagner. Est-ce que tu as déjà eu cette réflexion-là? Oui, puis le plus que tu avances en carrière, je pense que la majorité des conseillers, on commence à choisir un peu nos clients. Puis, tu sais, moi, mon travail, je veux pas me battre contre mes clients, là. Fait que si tu n'es pas là pour, tu sais, comme comprendre et essayer de mettre en place les suggestions que je te recommande, on ne travaillera pas ensemble. Ça ne fonctionnera pas. Exact. Mais donc, c'est difficile de... Oui, c'est pas évident. Est-ce que ça t'est arrivé dans tes débuts ou là, aujourd'hui, tu es plus capable de saisir avant d'enclencher un processus avec un client? Oui, tout à fait. Tu sais, là maintenant, tu sais, aussitôt que hier, tu sais, des fois, on rentre sur des nouveaux appels avec des clients. Puis, tu sais, des fois, tu le vois, là, il y en a qui veulent juste, mettons, avoir de l'information gratuite. Fait que tu lui donnes son information assez rapidement, puis merci, bonsoir. Puis, tu sais, des fois, c'est juste un peu par politesse, dans le sens, ben écoute, je te souhaite trouver quelqu'un qui va, tu sais, mieux correspondre à ce que tu recherches. Malheureusement, tu sais, ça sera pas moi.
Mais Fait que tu dirais que c'est des gens qui n'ont pas nécessairement l'argent nécessairement mensuellement ou qui n'ont pas un sérieux ou une méthode pour épargner? C'est ça. Je dirais plus ceux qui n'ont pas un sérieux, que ils sont vraiment là pour juste avoir de l'information ou pas, que tu le sais qu'ils ne prendront pas vraiment action. Ceux aussi que, dans le fond, ils ne veulent pas vraiment écouter ce que tu as à leur recommander, malgré que c'est toi quand même qui as l'expertise. Ceux qui n'ont peut-être pas tout à fait assez d'argent, mettons, pour le niveau là, de clients que moi, je commence à regarder, bien là, ça, plutôt, je veux les référer à des bons conseillers avec qui que je travaille autour de moi, qu'eux, ils sont à ce stade-là comme moi j'étais il y a 3 ans. Fait que je veux quand même que ces personnes-là, s'ils veulent, mais qui n'ont peut-être pas assez d'actifs, mais je veux au moins qu'ils soient accompagnés de quelqu'un bien. Fait que là, je vais référer à d'autres conseillers qui, eux, peut-être sont un petit peu plus en début de carrière. Mais ça fait du sens, début de carrière, justement. Fait que plus tu augmentes ton revenu, plus tu t'associes avec des clients peut-être qui font ce chiffre d'affaires-là ou plus. Ouais. OK. Exact, tout à fait. J'aime ça. Parle-moi de, écoute, 2025, on est rendu au mois d'avril. Ça ressemble à quoi tes objectifs pour le reste de l'année, quoi? Quel type d'objectif précisément? Objectif professionnel. Est-ce que tu veux acquérir X nombre de clientèle? Est-ce que tu veux bâtir une équipe? Ou au contraire, je préfère rester seul? Ça ressemble à quoi par rapport à ça? Oui. C'est sûr que mes objectifs pour cette année 2025, là, je me sens finalement prête de vraiment mettre de l'avant moi, en tant que conseillère, si on veut, ma marque individuelle de conseillère. Les dernières années, je voulais beaucoup plus m'associer avec d'autres conseillers, des conseillers qui avaient du succès, puis un peu suivre avec eux, travailler avec eux. Puis là, en 2025, là, je suis vraiment plus prête à dire que, OK, là, je me mets moi-même de l'avant. Là, j'ai acquis assez de confiance. Je sais que je travaille super bien. Je sais que j'accompagne très bien aussi mes clients. Je sais quelle sorte de valeur ajoutée que je peux apporter. Fait que là, c'est vraiment mon objectif de cette année de dire que je vole vraiment de mes propres ailes dans ce sens-là, au niveau de mon identité là, de conseillère. J'ai une question un petit peu plus personnelle. Les deux, on est passionnés par notre travail. Puis je suis curieux, qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas? Qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer, mis à part, mettons, le gym? Oui, c'est ça. C'est sûr que les activités physiques... L'entraînement, le sport, là. Oui, les activités ça aide, là, en prennent pour beaucoup. Puis, tu sais, admettons l'exemple, début de l'automne passé, là, j'avais comme eu un regain de quand j'étais plus jeune, j'ai joué au soccer toute ma jeunesse, puis ça faisait des années que j'avais pas joué. Puis là, j'appelle l'une de mes chums d'enfance, je disais, hey, qu'est-ce que tu dis qu'on se trouve une ligue pour cet hiver, tu sais? Puis là, comme fait, parfait, on recommence. Fait que là, on dirait que je me suis comme replongée dans ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Puis oui, en effet, pour moi, je pense que le sport, les activités physiques, c'est vraiment un échappatoire. Mais là, tu sais, ça m'a comme forcé de dire, bon, ben parfait, les jeudis soirs, je ne travaille plus. Je déconnecte le jeudi soir. Je m'en vais jouer au soccer. Ça me fait tellement un plaisir. Ça me ramène vraiment où est-ce que j'étais dans mon enfance. Dans ta jeunesse, ben oui. Exactement, Wow. tu sais. Mais là, par contre, pour cet été, ça sera plus le jeudi soir, nos games, on continue ça, on va se faire une autre ligue. Mais là, finalement, j'étais comme, OK, bon, ben les jeudis, je vais recommencer à les travailler. Puis j'ai une autre de mes amies, elle dit, non, les jeudis soirs, maintenant, on s'en va dans une ligue de golf. OK, parfait. De golf. Hey, exactement. C'est ça, tu sais. Wow. Fait que c'est comme dans les activités physiques, moi, ça me permet de, en effet, peut-être me retirer du travail dans quelques moments. Ouais. Ça reste quand même que je travaille quand même des longues heures, mais bon, là, parfait, le jeudi soir, c'est fini, là, je travaille plus, puis je fais une autre activité qui m'apporte, tu sais, vraiment un moment que je peux déconnecter, tu sais, du bureau. Mais autre que les activités physiques, évidemment, ben j'aime ça quand même juste passer beaucoup de temps avec ma famille, mes amis, tu sais, que ce soit d'aller dans un bon resto. J'adore aussi les vins, fait que peut-être aller dans des vignobles. Nice. Cool. Shout-out à l'événement, le Salon des importations privées du vin de Montréal. Là. Okay. Ça fait 2 fois que j'y vais. C'est tellement tu sors de là un petit peu. Prends pas ton char. Ouais, c'est ça. Dégustation, c'était une dégustation. C'était une dégustation, mais c'est très fun. Puis, tu sais, t'es là, tu découvres. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre de choses que j'aime faire à l'extérieur du sport et du travail. Puis, je me trompe pas, je veux dire, quand on avait parlé ensemble, tu étais allé au Costa Rica. Ouais, tu voyages. Oui, exactement. Tu sais, c'est sûr que pendant les premières années, tu sais, ça a été un sacrifice que j'ai fait dans les dans les premiers 2 ans. J'ai vraiment mis une croix sur tous les voyages parce que, justement, je voulais, vraiment me dédier. Puis aussi, je me suis serré la ceinture pour être sûre que ça fonctionne. Exactement. Fait que c'est quelque chose auquel que j'avais mis un peu de côté. Puis comme là, j'ai recommencé, en effet, là, à voyager, mais j'ai quand même voyagé beaucoup. Là. Avant, en fait, que je me lance comme travailleur autonome, j'avais fait un 2 mois en Amérique centrale. Wow. Ouais, j'avais passé 3 semaines au Costa, puis j'avais monté là, vraiment à pied Nicaragua, Guatemala, Belize, j'avais fini au Mexique. Est-ce que tu as eu un processus de développement personnel quand tu as vécu ça, ces 2 mois-là? Quand tu es parti, quand tu es revenu, qu'est-ce
qu'est-ce qui en est ressorti pour toi? Oui. Le premier mois, j'étais toute seule. C'était pas mon premier voyage toute seule, mais j'aime vraiment ça, voyager tout seul, parce que là, dans le fond, tu es là avec toi-même, puis tu essaies de te débrouiller, puis c'est le fun parce que tu peux pleinement vivre ce que ça te tente de vivre dans des moments comme ça. Puis j'adore voyager tout seul. Ça m'apporte beaucoup de moments de réflexion, tu sais. Donc, en effet, à ce moment-là, quand j'avais pris ce 2 mois-là de voyage, j'étais vraiment dans un point tournant un peu de ma vie que je savais pas vers où que je voulais aller. J'avais quitté mon emploi quand même bien rémunéré de où est-ce que j'étais. Puis là, c'était de prendre ce moment-là pour voir, tu sais, vers où que j'allais aller après. Le 2e mois, ma meilleure amie est venue me rejoindre, puis ça a été une expérience incroyable, là, évidemment, tu sais. Donc, c'est ça, ça m'a apporté beaucoup quand même de découverte sur soi. Mais aussi de super beaux paysages. Puis je pense que ça m'a apporté, après, une clarté d'esprit que là, je pouvais me concentrer vers qu'est-ce que je voulais faire après. Right. Parce que tu as pris un moment pour te dire qu'est-ce que je veux ou qui je suis, qu'est-ce que je veux développer peut-être comme carrière. Exactement ça. Ouais. Je t'avais posé une question, Laura, pendant notre meeting préparatoire, la vision du succès. Oui. Fait qu'actuellement, tu as quel âge? J'ai 33. Le 34, ça va bientôt. Fait qu'on dirait dans ma tête, je suis déjà rendue là, mais 33. Vas-y, on va y aller pour 33. À 33 ans, c'est quoi ta vision du succès? Oui. Elle a tellement changé. OK. Puis, tu sais, pour moi, maintenant, ma définition du succès, c'est quoi la valeur que je peux apporter dans mon travail aux personnes que j'accompagne, les clients, tu sais. Mais aussi, je trouve que la définition, tu sais, du succès, elle a tellement un aspect juste monétaire. Ouais. Tous les gens pensent que le succès, c'est le salaire que tu fais ou les voitures peut-être que tu as. Oui, les acquis que tu as, dans le fond. Exactement. Puis cette semaine, je suis tombée sur un podcast. Je ne sais pas si c'est qui, Ed Mylett. Ben oui, mais je l'écoute souvent. Exact. Il avait comme invité Sahil Bloom par rapport à un livre sur les 5 different wealth. Et justement que oui, le succès, si on veut, l'abondance de richesse, c'est important. Mais pense en fait au temps, tu sais. Le temps, c'est une richesse qui est tellement importante. Fait que je trouve que là, maintenant, le succès aussi, c'est de mon temps que j'ai. C'est moi qui décide comment est-ce que je le passe. Puis le plus que je travaille, le plus que j'ai une certaine liberté de mon temps et que là, tu peux vraiment prendre cette richesse-là du temps qui est limitée puis de l'investir comme que tu veux. Ça, pour moi, c'est tellement un succès incroyable qu'on pense pas, tu sais. Puis ça, c'est incluant aussi les autres formes de succès, là, que ce soit avec, tu sais, les gens qui sont proches de toi, tu sais. Mais je trouve que à la base, le temps, là... c'est très winner. Puis, tu sais, ça m'a fait penser. Hier, j'ai eu un podcast avec un invité, Ahmed. Puis Ahmed, il me disait que sa définition de son succès, c'est d'être capable de prendre une sieste en après-midi. Tellement. Tu sais, fait que là, je suis comme, une sieste. Attends, ça fait du sens, ça. N'importe quand, ça me tente de dormir. Tu es dans un moment de repos au milieu de journée. Puis surtout, je pense que notre culture, tu sais, précisément, de voir la sieste en milieu de journée, c'est comme, c'est une perte de temps, là. Tu pognes le bain. C'est quoi? T'es paresseux, tu sais, c'est un peu ça, là. En réalité, s'il fait une sieste de 30 minutes, puis qu'après ça, il est sharp, puis il est là. Ben, c'est ça. Go. Who cares, là, rendu là? Ben oui. Exact. Fait que je trouve que, surtout étant travailleur autonome, tu sais, oui, on met beaucoup d'heures là, mais ultimement, je pense qu'on peut s'acheter du temps. Puis après ça, ce temps-là, ça, c'est une richesse qui est incroyable, selon moi. Puis quand que tu peux vraiment décider ce que tu fais de ton temps, ça, pour moi, c'est l'ultime succès. Oui, puis déplacer facilement, justement, ces blocs de temps, puis se réajuster. On a ce contrôle-là. Puis en même temps, c'est sûr qu'il faut être responsable avec nos engagements, avec nos clients et tout ça, mais en réalité, c'est ça. C'est un après-midi disponible. Tu peux dire, je vais travailler de chez nous, de mon ordinateur, je vais être dans mon salon, relax, je vais me faire un petit café, puis ça va être plaisant. Je vais mettre une série en background, puis, tu sais, je pense, à un moment donné, tu te casses pas la tête, là. C'est ça, la liberté, puis... c'est de faire les choses que tu aimes, puis c'est de... Tu sais, souvent, je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, on a tellement une facilité d'être laser focus sur une chose. Right. On veut grinder, on veut bâtir notre carrière, on veut que ça soit vite, on veut le faire intensément. Puis on dit, je vais rencontrer la personne de ma vie plus tard. Je vais passer du temps avec mes amis plus tard. Mais là, tu sais, on va juste éteindre tout le reste. Il y a juste ça. Mais en réalité, tu sais, on est mieux de quand même garder un minimum de toutes ces choses-là quand même allumées. Tu sais, admettons, pense à la notion d'un dimmer. Fait que tu vas justement juste dim un peu la lumière face à ces autres volets-là, mais ils sont quand même ouverts. Tu sais, puis il faut juste pas oublier que des fois, c'est juste 1% par jour. C'est une petite attention d'écrire à tes amis ou de faire telle affaire que
ben si tu gardes quand même cette habitude-là de plutôt que de négliger, tu sais, c'est comme si tu ne vas jamais t'entraîner, tu disais, je vais m'entraîner quand j'aurai bâti ma carrière. Oui, quand j'aurai le temps de m'entraîner. J'ai pas le temps. On Ça entend deviendra souvent jamais. ça. Hein? On n'aura jamais le temps. Exact. T'sais, je vais prendre le temps de planifier ma retraite. Je vais prendre le temps avec mes enfants. C'est comme, non, Ouais. prends le temps là. Exact. Force-toi à prendre le temps parce que c'est là que ça se passe. Puis c'est ça, souvent, c'est comme les gens... Bon, l'exemple classique, c'est quelqu'un qui travaille peut-être une job 9 to 5 ou au gouvernement, puis qui compte les heures qui restent pour travailler avant leur retraite. Puis c'est comme, là, je vais pouvoir voyager. Là, je vais pouvoir profiter. Tu vas pas plus voyager si tu n'as jamais voyagé. Un, tu vas être plus fatigué. La seule des choses, c'est avoir de l'argent puis du temps. Mais vu que tu n'as pas découvert ce que tu aimes faire comme voyage, ben, malheureusement, ça va pas se passer. Ça se peut que tu tombes malade. Fait que, tu sais, rendu là, c'est un questionnement que les jeunes se posent. Puis moi, je suis un peu là-dedans aussi, dans le sens, profiter du moment présent ou être sérieux, planifier. Lequel des deux qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire un mix des deux? Avec ton expérience, comment tu vois ça? Moi, selon moi, là, la clé, c'est dans l'équilibre. Et encore là, l'équilibre est propre à chaque. Okay. Tu sais, pour moi, mon équilibre, c'est d'être de 9 à 9, du lundi au mercredi, dans mon bureau à travailler sur ma business. Jeudi, vendredi, je travaille, mais des beaucoup plus petites journées. Ça, pour moi, c'est mon équilibre. Puis qu'après ça, je fais les choses qui me tentent, je fais les projets qui me plaisent. Il y a que pour des personnes, cet équilibre-là, c'est intense. Là. Mais c'est correct. Moi, ça fonctionne pour moi. Il faut juste que tu trouves ton équilibre parce que, justement, je pense vraiment pas que c'est bien de mettre la switch off sur tout, te concentrer juste sur une chose, parce qu'en réalité, tu vas te brûler. Puis tu vas pas apprécier le process de tout ça, tu sais. 100%. Moi, selon moi, la clé, c'est vraiment de trouver comme un équilibre dans tout ça. Puis je pense que le succès, c'est aussi le process. C'est genre les moments difficiles, les solutions que tu as réussi d'atteindre le prochain niveau, mais d'atteindre un certain montant d'argent, tu te rends là, après tu as un hype, c'est cool, tu l'atteins, mais c'est comme, après, tu es comme, hey, tu te sens pareil que comme si quand tu avais commencé. Fait que c'est de dire what's next, c'est quoi tes prochains projets, de s'asseoir sur ses lauriers. À un moment donné, il faut que tu ailles un what's next. Pas nécessairement juste quel niveau d'argent supplémentaire que je veux à aller chercher, mais genre, c'est quoi l'impact que tu vas avoir, quel projet on the side que tu vas aller bâtir, est-ce que tu veux aller travailler avec d'autres personnes. Fait que c'est intéressant de discuter là-dessus puis brainstorming parce que ça peut changer, notre vision de succès en vieillissant. Là. Tout à fait. Puis je trouve que, comme on le disait, là, trop souvent, la vision du succès, c'est ces choses-là matérielles. Mais qu'est-ce que ça t'apporte concrètement? C'est ça, la Ferrari ou peu importe. Si en effet, pour toi, c'est parce que dans le fond, toi, tu as toujours idéalisé que quand tu allais atteindre ça, tu allais te payer finalement ça à titre de récompense. Comme, admettons, moi, je me suis fait ça cette année. Je me suis dressé une liste de plein d'objectifs, admettons, en lien avec ma carrière. Fait qu'admettons, première vente à X, première année à ci de salaire, etc. Que là, je me suis dit, bon, ben ça, je vais m'accorder un voyage à tel endroit quand j'aurai atteint cet objectif-là. Je vais me payer telle chose quand je vais avoir atteint Fait que là, ces éléments-là, qui, oui, sont peut-être plus matériels, c'est vraiment des trophées parce que tu auras atteint quelque chose. C'est pas juste, ben là, je suis riche puis je m'achète ce que je veux. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas de meaning derrière ça. Il n'y a pas de why. Puis on prend l'exemple de la Ferrari, la personne qui peut être aussi un fan de la mécanique ou du design de la chose. Puis je suis beaucoup Gary Vee, puis il dit, pourquoi tu veux avoir la BM? Là? C'est-tu juste pour le logo sur le front panel? Exact. Ou c'est vraiment parce que tu aimes le craftsmanship du véhicule? C'est vraiment un questionnement à avoir. Ou tu aimes en fait la perception des autres envers toi, puis tu as besoin de ça pour te remonter. Oui, savoir le vrai why là, derrière ça, c'est des questions que je pense qu'il faut continuellement se poser. Puis une fois que tu as trouvé la bonne raison de pourquoi tu le fais, la motivation est... La confiance en soi, la motivation, c'est beaucoup plus facile. Je trouve ça... Quand tu es aligné puis tu sais pourquoi tu fais telle chose ou tu sais pourquoi tu mets autant d'efforts, ça devient 1000 fois plus facile. Vraiment. Écoute, Laura, j'ai une dernière question pour toi. 33 ans. D'habitude, je pose une question à 25 ans, mais on va faire un petit peu plus jeune. Et disons que c'était ton podcast aujourd'hui, que tu avais l'opportunité d'interviewer une version de toi-même de 18 ans, donc il aura 18 ans. Qu'est-ce que tu te dirais, qu'est-ce que tu te conseillerais? Oh, ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je me dirais? Je pense que je me dirais d'avoir plus confiance en moi à ce moment-là. Right. D'avoir vraiment confiance en effet, peut-être que toi, ce que ça te tente de faire, c'est pas le chemin que tous les autres prennent. Et donc, ça serait vraiment d'avoir confiance à, toi, réellement, qu'est-ce que tu veux, puis de pas avoir peur de créer ton propre chemin, tu sais.
Oui, ça serait, je pense, le conseil que je me donnerais. Short and sweet, efficace. Puis, tu sais, si je peux renchérir là-dessus, c'est vraiment ça. En 18 ans, puis dans notre vingtaine, en général, on cherche, là, jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu trouves quelque chose que tu es comme, hey, OK, wow, là, je suis sur mon X, puis j'adore ce que je fais. Tu rencontres les bonnes personnes aussi. C'est l'importance de s'entourer dans tous les domaines, c'est essentiel, right? Notre cercle d'amis, on peut peut-être finir là-dessus. Cercle d'amis, est-ce que tu as dû, tu sais, en développant ta carrière, puis en femme d'affaires, est-ce que tu as dû couper certaines amitiés, mis de côté certaines amitiés pour justement t'élever comme personne? Dans ma vie, pas nécessairement. Okay. Sauf que j'ai vraiment compris maintenant que je peux avoir différents cercles d'amis qui vont m'apporter différentes choses. Oui. C'est Parce carrément. Que moi, justement, j'entretiens des amis avec certaines personnes depuis... Ma plus vieille amitié, on se connaît depuis la maternelle. C'est cute. C'est nice. ça. Ouais. Je cultive des belles amitiés de ce sens-là, mais je suis capable, par contre, de réaliser, évidemment, quand que je parle à ma chum qui a un enfant, puis que moi, je parle de business, on n'a peut-être pas les mêmes affinités à ce point-là. Sauf que je suis quand même capable de dire que ben cette personne-là, quand que je la vois quelques fois par année, ça me fait quand même un gros plaisir de la voir. Mais en effet, ça sera peut-être pas avec elle que je vais parler business. Okay. J'ai d'autres amis que, quand on se voit, let's go, on sort la bouteille de vin puis on prend un petit verre, tu sais. Mais qu'en effet, je parlerai peut-être pas business non plus avec ces personnes-là. Et là, finalement, le plus que là, je travaille dans le... Tu sais, oui, je travaille en affaires, mais que je fais beaucoup aussi de travail de développement sur moi. Là, tu trouves d'autres personnes qui ont aussi un peu ces pensées-là, puis que là, dans le fond, aussi, sont dans l'entraînement, dans le sport. Fait que, tu sais, dans le fond, pour moi... J'ai jamais eu à faire de coupure d'amis, de dire que ça me convient vraiment plus. Mais je suis capable de dire, bon, mais si ça me tente de faire telle affaire, ça va être avec eux. Si ça me tente de parler de développement et de business, ça va être avec eux. Exact. Fait que j'ai juste trouvé mes différents cercles d'amis de cette façon. Tu as développé une belle équilibre alentour de toi, tu sais, d'avoir différents groupes d'amis parce que les sujets de discussion changent. Puis c'est jamais bon, selon moi, d'être dans les extrêmes, de soit être justement, tu as un groupe d'amis, mettons exemple, party, tu sais, prendre un verre, tout ça. Mais tu as juste ça. Au contraire, tu es juste dans l'environnement entrepreneurial, puis après, tu es déconnecté de... Exact. Puis en fait, tu avais du fun peut-être avec ces gens-là, oui. right? Non, fait que c'est un bon bon mix, bon à petite quantité, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben écoute, excellente fin. Laura, je sais pas comment t'as dit, mais merci beaucoup pour ton temps. C'était un bel épisode. Et ce que je propose à mes invités, toujours, c'est de faire un part 2 dans 6 mois. Fait que, what's next, what's new, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, où t'es rendu. Donc, si ça t'intéresse, t'es toujours la bienvenue au podcast. Hey, certainement. Merci tellement de m'avoir reçu. J'ai adoré l'expérience. T'as aimé l'expérience? Ouais. Quand même première, comment tu t'es senti? Je veux dire, tu disais que t'étais un peu stressé au début. Oui, c'est ça. Au début, tu penses à tout ça. Puis là, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire? Mais finalement, tu rentres dans une conversation. Puis, c'est smooth, là. Oui, right? C'est ça. Hey, merci tellement. Merci à toi. C'est comme je disais... Quand t'aimes ce que tu fais, c'est pas du travail. Tu sais, comme je me suis levé un matin, je dis, hey, je m'en vais jaser avec Laura. Hey, c'est vraiment cool. Puis on crée du contenu vraiment nice en plus. Ça. Fait que genre, wow, tu sais. Fait que, en tout cas, merci beaucoup. Puis on se revoit bientôt. Oui. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit et accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life we can move.